Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre édition littéraire Café littéraire Boulevard des Écrivains. Boulevard des Écrivains qui a aujourd'hui le grand honneur de recevoir sur son plateau le grand chercheur, l'homme de culture, l'homme d'écriture, Monsieur Ndo Cissé. Ndo Cissé, il est sénoufo, originaire, donc né à Diomané. Il est passé par la mission catholique, donc il a reçu une culture catholique, une culture livresque. Il parcourt alors son territoire scolaire. Il est reçu au lycée Askia Mohamed, puis en philo-lettres, on appelait ça philo-lettres, lettres classiques, latin et grec. Donc il a une forte culture classique. Et après sa sortie, il est entré à l'école normale supérieure, où il va avoir une maîtrise en lettres modernes et en lettres classiques. En lettres classiques. Et il va être enseignant au lycée de Goukolo Konaré de Caille, où il fut mon professeur à moi. Donc nos téléspectateurs ne seront plus étonnés que aujourd'hui la situation se renverse. C'est l'élève qui va poser des questions aujourd'hui au professeur qu'il a posé il y a plus de 40 ans. Très enchanté. Alors, monsieur Ndo Cissé, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous en plus de ce que nous venons de dire? Ok, merci. Je salue les téléspectateurs. Mon nom est Ndo Cissé. Et Ndo, ça veut dire 5e garçon de la même femme chez les Sénoufo. Et donc, je suis le 5e garçon de ma mère. Malheureusement, je suis le seul à avoir été à l'école. Et il n'y avait qu'une seule école dans la région. Et donc, j'ai fait mon parcours à partir de là. Et donc, j'ai fait après des études supérieures, un master, qu'on appelait à ce moment DEA. Diplôme d'études approfondies. Voilà, exactement. Un doctorat dans le domaine des sciences sociales. Et maintenant, je travaille surtout sur les langues nationales. Voilà à peu près ce que je peux dire pour compléter votre présentation. Oui, mais vous nous cachez quand même l'autre pan de votre parcours, l'écriture. Parce que tous ces livres ont été écrits avant vous et qui ne seront même pas le sujet aujourd'hui de ce que nous avons là. Oui. Donc, pêle-mêle, oui, vous avez écrit les rites initiatiques chez les Sénoufo, à l'Harmattan, l'équipé des Tororo, à l'Harmattan, écrit l'Afrique, à l'Harmattan. Vous avez écrit le village des longues queues et des sans queues, sous-titré en Bamanankan. Kuntambougou, Kao. Mais Koudjambougou, Kao, Kadougou. Ouais. C'est Contes et légendes en Bambara, à Innov Édition. En 3 tomes. En 3 tomes. 3 tomes. Et Au fil de ma gorge, ça, Mali. Une poésie. Voilà, poésie. Dédiée à la République du Mali. Et enfin, avant la fin, le village, donc toujours, voilà, c'est le deuxième c'est le deuxième des et contes. Enfin, ce qui nous... Avant ça aussi, il y a un autre livre qui a été oublié, c'est Boomerang pour les exorcistes. Comme vous voyez, mes titres sont souvent difficiles à comprendre. C'est ce que ma femme me reproche d'ailleurs. Elle dit que je prends des titres très difficiles. Oui, j'aime écrire, mais j'aime que les gens réfléchissent en me lisant. C'est pour ça que mes titres ne sont pas faciles
à comprendre. Ben, moi, on ne s'en doute pas, parce que donc, après nous avoir enseigné la condition humaine de Malraux, mon livre est à prendre ou à laisser. Voilà. C'est vous qui nous avez dit que pour comprendre la condition humaine, il fallait avoir une culture, une connaissance donc de l'histoire de la Chine à l'époque. Sinon, donc, le titre pourrait tromper. Et le titre donc doit nous pousser à réfléchir. Mais c'est le premier sens de l'écriture, je crois. Et donc, oui. Après avoir tenté tout ça à l'Harmattan, je me suis dit, je vais essayer l'écriture en ligne. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle, qui est sur Google, qui s'appelle Le turban de l'ostracisme. Et là, celui-là, il est publié un peu partout. Donc, il suffit de taper sur l'ordinateur le turban de l'ostracisme, vous allez le voir. Mais je l'ai publié avec un pseudonyme qui s'appelle Lanidosik. Alors, vous allez chercher Lanidosik, c'est moi. Le pseudonyme est littéraire, même Senghor a d'abord écrit par pseudonyme. Mongo Betty, avant de devenir Mongo Betty, a écrit Ezaboto. Et donc le plus souvent, on n'est pas sûr que la première œuvre va réussir, mais quand c'est un exploit, maintenant, on abandonne le pseudonyme pour devenir le vrai nom. Le vrai personnage. Et donc, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Deux zouaves, qui est un recueil de nouvelles. Deux nouvelles, mais qui sont vraiment très, très expressives. Ndo Cissé, Bandama Édition. Et on le disait aux spectateurs tantôt que moi, je me suis trouvé coincé, entre guillemets, heureusement, entre Moussa Konaté, qui n'est plus à présenter, donc pour toute la littérature africaine, malienne, mondiale. Et donc, on avait des professeurs comme Moussa Konaté et Ndo Cissé. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui donc que tout ça soit à la portée donc, des lecteurs. Deux zouaves. On revient là-dessus. Je m'en souviens, si nous remontons la machine à remonter le temps. Donc, la machine à remonter le temps. Oui. Vous nous avez dit un jour, arrêtez de faire le zouave en classe. Je vous rafraîchis la mémoire. Nous, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et quand le livre a apparu, donc, je suis allé donc, sur la machine à remonter le temps. J'ai dit, je comprends maintenant. Deux zouaves. Alors, parlez-nous succinctement de zouaves, de deux zouaves. Bon, le titre zouave. Le titre. Déjà, le terme zouave est péjoratif. Ça veut dire mauvais militaire. Mais je ne l'emploie pas dans ce sens ici. Je l'emploie dans le sens affectif. De deux gens qui ne savent que faire de la vie. Et c'est ça pour cela que j'ai appelé ça deux zouaves. Pour résumer l'œuvre, je dirais que c'est l'histoire de deux amis qui se réveillent un jour avec deux enveloppes pleines d'argent. Bon, ils ne se sont pas réveillés, ils l'ont ramassé dans un cimetière. Ils ont partagé l'argent. Il y a l'un, quand il dépense, c'est du bon argent, aucun problème. L'autre, quand il dépense, on dit que c'est un faux billet et il est pourchassé partout. Donc il est malheureux et il voit son ami s'acheter des voitures, s'acheter des maisons, faire la belle vie. S'acheter la belle vie. Et lui, il court partout. Chaque fois qu'il veut dépenser son argent, il a des soucis. Il a des soucis. Et son ami qu'il n'arrive plus à voir. Parce que ce dernier, en voulant le chercher, a consulté un voyant qui lui a dit non, le jour où tu vas le voir, ce jour-là, ça sera fini pour ta richesse. Et donc l'ami se cache de lui aussi. Donc c'est cette balade entre ces deux amis jusqu'à la fin
où ils vont se voir. On n'a même pas encore nommé ces deux personnages principaux. Oui. Donc, s'agissant des personnages principaux, des personnages, la scène, l'espace de votre nouvelle, c'est Treichville, Abidjan. Oui, c'est Abidjan. À Abidjan. Et donc, sûrement que vous avez fait vous-même le va-et-vient entre Sikasso et Abidjan. Oui. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est l'une des capitales, l'Abidjan est l'une des capitales qui accueille le maximum de Maliens. Oui, et principalement de la région de Sikasso. Et principalement de la région de Sikasso. En tant qu'étudiant, on partait faire les vacances chez nos parents. J'ai presque 3/4 de ma famille en Côte d'Ivoire. Et donc, ainsi j'ai connu Abidjan avant de finir mes études. Ensuite, quand j'ai été fonctionnaire, j'ai été responsable des réseaux qui ont fait que j'ai fait plusieurs missions à Abidjan. C'est sur cette base. Mais je voulais en faire aussi un cadeau à mes neveux qui sont là-bas pour qu'ils puissent voir que je connais un peu Abidjan. Donc, pour qui finalement écrivez-vous? J'écris pour tout le monde, mais cette fois-ci, j'ai écrit pour les Ivoiriens et ceux qui connaissent Abidjan aussi parmi les Maliens. Et il y en a beaucoup des Maliens qui connaissent Abidjan. Pourquoi écrivez-vous? J'ai écrit pour répondre à un besoin, répondre à une question. Pourquoi certains réussissent, d'autres ne réussissent pas? Mais la clé de mon histoire, c'est que, en fait, ces deux gens vont se réveiller. Celui qui a les problèmes va se réveiller parce qu'en réalité, il vivait en dormant. C'était un cauchemar. Ce n'était pas la réalité. Donc, vous oscillez entre le réel et la fiction. On l'a dit tout à l'heure. Revenons à nos personnages. C'est deux zouaves d'ailleurs que... L'un s'appelle Fousseni. Oui. En abrégé Fous. Fous. Et l'autre c'est Patrice. Pat. Alors, Fousseni a un prénom musulman. Oui. Et Patrick a un prénom catholique. Et d'ailleurs, il y a un passage, d'abord au début de votre livre, dans l'incipit de votre livre, vous parlez du prêcheur. Oui. Ce personnage-là, ça vous fait sourire? Ce personnage, je l'ai vu à Abidjan, effectivement. C'est des gens qui, le dimanche, ils viennent monter sur un tabouret et ils prêchent. Et les gens viennent s'attrouper pour l'écouter. Donc, j'ai voulu représenter ce personnage. Et il m'a semblé un personnage typique d'Abidjan, de certaines capitales d'ailleurs africaines, où on trouve toujours des attroupements autour d'un prêcheur. Donc, la nouvelle, vraiment, vous conservez la règle, le réalisme. Il y a un réalisme dedans, mais les déroulements, les péripéties sont vraiment de la pure fiction. C'est souvent rocambolesque. Oui. Et donc, ce prêcheur, d'ailleurs, qui dit, là-bas, promet-il, là-bas, vous indiquez le ciel du doigt. Là-bas, promet-il, nous aurons des plats garnis de bananes plantains, de viande tendre d'agouti arrosée de pili-pili. Voilà. Le festin du Seigneur attend la mort des fidèles. Oui. Donc, vous commencez votre livre par on peut dire comme ça, un prestidigitateur. Voilà. Bon. Il reçoit des sous. Et les deux diplômés sans emploi vivent grâce à lui. Parce qu'après sa prêche, il fait la collecte d'argent et les deux zouaves en profitent. Et on a parlé d'oscillation entre réalisme et fiction. Fiction, souvent même vraiment qui frôle la métaphysique. Ce cimetière-là. Oui. L'histoire de ce cimetière. Tout est parti du cimetière. Tout est parti du cimetière. Tout a commencé au cimetière. Oui. Et tout va finir à ce cimetière. Pourquoi? Parce que aussi les cimetières diffèrent.
Au Mali, le cimetière est presque abandonné. Vous avez peur même de passer devant le cimetière. En Côte d'Ivoire, le cimetière est presque un lieu fréquenté où les gens vont balayer avec les machettes les tombes, déposent des fleurs et entretiennent. Mais au Mali, à part des visites les vendredis, c'est différent. Donc en fait, les religions aussi ont différentes attitudes vis-à-vis du cimetière. Et c'est pour cela que je suis entre la religion musulmane, parce que, à part moi seul d'ailleurs, ma famille est toute musulmane. On allait en revenir parce que c'est dans votre livre. Les deux religions, je les connais bien. Et c'est pour cela que je m'en inspire. Et d'ailleurs, à chaque fois, Fousseni et Patrick, il y a une opposition, entre guillemets, il y a une opposition entre ces deux personnages, une comparaison, donc une confrontation entre les deux destins. Mais je ne dirais pas qu'il y a une confrontation. Oui. Et d'ailleurs, la première personne qui m'a lu m'a dit: pourquoi vous avez choisi des gens de différentes religions? J'ai dit non, c'est pour représenter le Mali et la Côte d'Ivoire, une bonne partie de l'Afrique qui est divisée entre ces deux religions. Et peut-être vous-même, parce que je vous comprends, c'est vous qui m'avez formé, c'est vous qui m'avez formaté, et il y a un passage dans votre livre, le jour où, que soit maudit le jour où on a décidé de l'envoyer à l'école des prêtres blancs. Est-ce que c'est aussi un souvenir de vous-même, votre oscillation entre ces deux religions? Non, ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas cela. Mon oscillation est due à la réalité, au réalisme. On revient, on quitte l'imaginaire, on revient au réalisme. C'est que j'apprécie, je suis d'ailleurs le président de la communauté de Garantigoubou à Bamako ici, et donc j'apprécie au même titre les deux religions. Je n'ai pas voulu mettre en concurrence les deux religions en choisissant deux personnages appartenant à des religions différentes. Mais nous vous avons connu au lycée des Cailles sous le nom de Alain Dossissé. Oui, c'est ça. Alain malheureusement n'est pas dans mon état civil, parce que c'est à 15 ans qu'on vous met, après le catéchisme, qu'on vous mettait dans une classe, on listait les noms chrétiens et chacun choisissait celui qu'il veut. Et donc c'est comme ça que moi j'ai choisi Alain, parce que ça sonnait bien, c'était 2 syllabes. Et, donc c'est pas Christophe, c'est pas Jean-Marie, c'est Alain. Donc c'est musical. Voilà, c'est ça. La sonorité du balafon. Donc il y a toujours cette influence de la chorale. Oui. Bon, oui, c'est vrai. Et vous nous mettez dans l'atmosphère ivoirienne, d'Abidjan d'ailleurs. Oui. Vous évoquez, par exemple, la télé-réalité Nangélé. Nangélé, vous avez dit dans les années 70. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où vous nous avez au lycée des Cailles, je m'en souviens, nous écoutions la radio Nangélé, Djamo, travaillant en musique. Exactement. Toutes ces émissions, effectivement, je les ai vécues à cette période dans le plus fort de ma jeunesse. Et donc, c'est pour cela qu'elle se retrouve dans ce document-là. Donc vous écrivez pour vous rajeunir en quelque sorte. C'est vrai que c'est une revanche sur la vie, parce qu'avec ces cheveux qui commencent à blanchir, et puis ça c'est des signes que, bon, on a fait du temps. Non, mais vous nous avez fait apprendre dans Victor Hugo que l'on ne vieillit pas pour avoir vécu un certain nombre d'années. Oui, c'est vrai. On vieillit pour n'avoir plus un idéal, pour n'avoir plus de projets. Et vous écrivez coup sur coup, vous avez beaucoup de projets. C'est pourquoi vous êtes éternellement jeune. Vous m'arrachez le mot. Et revenons toujours à nos personnages. Il y a des personnages souvent atypiques, Assitan, Emmanuel,
Emmanuel, c'est le prêcheur. Ah, Emmanuel, c'est le prêcheur dont qui on a finit parlé. par devenir apprenti chauffeur. Apprenti de... Donc c'est pour ça qu'on voilà. revient sur ce personnage. Oui. Hein? C'est un personnage typique d'Abidjan. Hein. J'essaie de représenter les images les plus fréquentes, celles que un étranger peut retenir rapidement. C'est l'apprenti de Gouaga, c'est le prêcheur, c'est la vendeuse de galettes au pili-pili. Voilà. Je n'ai pas dit au piment, parce que si c'était au Mali, j'aurais écrit au piment. Le piment frontal. Voilà. Mais eux, ils disent pili-pili. Pili-pili. Oui. Et vous, dans votre nouvelle, il y a des situations. Cette situation, une situation par exemple, la caisse et les faux billets. Mais bon, c'est parti du cimetière. Mais exactement, comment est-ce que, disons à nos téléspectateurs, comment ils sont entrés en possession de ces deux enveloppes-là? Non, je préfère ne pas parler de ça. Je préfère parler plutôt de l'image. L'image qui me plaît le plus, c'est lorsque Patrice, après avoir cherché son ami en vain, revient là où ils ont eu l'argent. Il veut rentrer au cimetière, il trouve que le cimetière est barricadé. Et il y avait un écriteau en arabe. Et lui qui a son diplôme n'arrive pas à lire. Et c'est une vendeuse d'orange pelée qui lui traduit ça. Il dit, vous ne savez pas lire ça? C'est dit que ce cimetière sera transformé en supermarché, que ça a été vendu à un État du Golfe. Vous voyez? Oui. Moi j'aime bien cette image plutôt que celle où ils prennent l'argent. Bon, dans tous les cas, vos lecteurs le découvriront finalement. Et donc, on a dit, on le répétera, pour qui écrivez-vous? Donc, c'est pour vos neveux. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, en vous lisant aussi, pour la jeunesse malienne de façon générale, on va comprendre donc que la vie, c'est un combat. Oui, c'est vrai. Mais aussi, la vie, c'est une certaine aussi capacité de réfléchir et de comprendre, d'interpréter les choses par soi-même. C'est aussi une allégorie pour montrer aux jeunes aussi que l'argent, ramasser de l'argent là, c'est pas évident qu'on pourra s'en sortir. Même l'autre qui est soi-disant riche dedans, en réalité, il n'est pas riche. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas, puisque c'est le cauchemar de l'autre. Il est riche, mais il n'est pas heureux. Voilà. Donc nous arrivons à l'éternelle question, est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent fait le bonheur si on l'apprécie à sa juste valeur. Okay. Il y a des situations, ce lavage-là. Le lavage, donc on lave une personne humaine comme une voiture, cette histoire à la page 20. Mais, alors, vous riez de vous-même. Oui, parce que... Mais vous savez que toutes ces idées viennent au fur et à mesure. Après, vous enrichissez. Un roman comme ça s'écrit en un an ou même plus. On ne peut pas finir un roman en moins d'un an. C'est difficile. Et donc, cette idée-là, c'est une imagination d'un gars qui est tellement heureux qu'il va se mettre dans une situation difficile. Il va rentrer dans une machine et il demande qu'on le lave comme on lave la voiture, avec des moyens automatiques. Et là, je crois qu'il a vu ce que c'est que laver. Vous nous faites revenir à une pensée on parle de la Côte d'Ivoire, à une pensée de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny disait qu'il y a 3 sortes de folie. La première folie, avec l'aide de Dieu, les médecins peuvent la guérir. La deuxième folie, imaginez quelqu'un qui a tout et qui perd tout, tout de suite il en devient fou. Imaginez quelqu'un qui n'a rien et qui amasse la fortune, il en devient fou. À l'époque, il avait dit, mettez Bokassa dans le deuxième cas, qui a perdu son palais de marbre en quelque temps, il est devenu fou, et Kadhafi dans l'autre,
donc en quelques années, qui a amassé le pétrole là. Ouais, C'est ouais, Houphouët-Boigny que j'ai cité. Oui, oui, je vois. Et Kadhafi en est devenu, entre guillemets, fou. Ouais. Donc, votre personnage... Il est devenu fou, parce qu'avec cette masse d'argent, et surtout la preuve que son argent est bon, parce qu'ils étaient dans le doute. Aucun d'entre eux ne savait que l'argent est bon. C'est pour ça qu'ils ont pris même des précautions pour aller dépenser la première partie là. Et c'est au sortir de là qu'il est allé se jeter dans cette machine-là. Sans la moindre honte, Ouais. Fousseni jeta ses vêtements dans un panier et sortit tout nu pour le bain. Ouais. Il entra dans le cajot, mit la machine en marche. Ouais. Les milliers de dents des brosses l'étripèrent. Une trombe d'eau lui tomba dessus, mais il s'abstint de crier. Au contraire, il riait comme un enfant. Oui. Et il est sorti tout nu. Vous avez une culture classique, Oui. je veux dire, une culture à la fois traditionnellement très forte, conservatrice. C'est nous faux. Je dirais même puritaine, chrétienne aussi. Oui. Et d'ailleurs, mais ça ne vous empêche pas quand même souvent de faire des allusions croustillantes comme ça. Et d'ailleurs, on remarquera ça dans votre seconde nouvelle, Tamba. Bon. Les scènes de lit. Oui, les scènes de lit. Bon, il y a juste une seule scène de lit. Et je l'ai voulu le plus sobre possible, sans entrer dans des détails trop gênants, en me disant que la nouvelle peut être lue par des jeunes. Et donc, c'est pour cela que je me suis abstenu, parce que je pouvais être encore plus plus profond. J'ai écrit un recueil de contes sur l'origine des sexes, parce que ça, c'est dans la tradition Sénoufo, les initiés on les entretient de ce genre d'informations. Et j'ai écrit un livre de contes, mais qui ne peut pas être publié comme ça, comme celui-là. Vous craignez la... Voilà, les réactions. Oui, et puis la censure. Voilà, bon, pas la censure. Entre guillemets. Bon. Ça peut être censure entre guillemets, oui. Spirituelle, oui, pas physique, pas entre guillemets politique. Okay, ouais, hein? Ouais. Donc, et la nouvelle avance, et vous avez parlé de voyance. Oui. Or, voyance dans le... Peut-être, je ne sais pas dans la culture sénoufo, mais voyance dans la culture catholique, c'est péché. Bon, pourtant il y a des cas de voyance dans le christianisme. Ah, dites-nous, vous qui avez vraiment été baigné dans cette culture. Je pense qu'il y a des cas de voyance. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, mais il y a des pauvres dans les temples qui arrivent à prévoir des choses. Et d'ailleurs, ceux qui amènent les tourterelles et autres sont souvent interpellés par ces pauvres et ils reçoivent la réponse à leur interrogation avant même d'avoir offert les sacrifices. Donc ça veut dire que la tourterelle aussi est un animal, est un oiseau symbolique. Ah oui, dans la religion chrétienne, les sacrifices se faisaient de tourterelles. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et donc, à partir de Jésus, on a dit, bon, il n'y a plus de sacrifice. C'est Jésus qui est le sacrifice suprême. Sinon, il y avait les sacrifices de bœufs, de jeunes taureaux. Et c'est pas pour rien que le peuple d'Israël a pris un taureau comme symbole pour l'adorer après, quand Moïse s'est énervé. Abraham. Voilà. Mais vous, présentement, oui. Vous êtes où? Bon. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la civilisation rituelle sénoufo conservatrice, oui, ou bien la civilisation religion moderne? Je suis dans la religion moderne
et en même temps je suis dans la religion traditionnelle. Je peux pas, c'est comme si je devais couper un de mes bras, un de mon côté, et laisser l'autre. Et tout, c'est ça qui forme mon personnage. Et j'ai une bonne partie de connaissances islamiques aussi. Ça, les gens ne le savent pas, mais je connais tout le Coran. Donc, je m'habitue. Et comme mon épouse a été à la Mecque, donc l'un dans l'autre, vous voyez, je suis un personnage multiforme, multiculte et multi-connaissance. Vous profitez même souvent de votre personnage, Fousseni, oui. Donc pour... voilà, Fousseni est allé... suggérer ça à votre lecteur. Au vendredi, à la prière de vendredi. Et tout de suite, il a découvert que là, il est en train de vivre seul dans le luxe. Et qu'il faut... C'est le prêche de l'imam qui l'a fait réfléchir. Le bonheur solitaire est haïssable. Voilà, est haïssable. Et Fousseni, donc là-bas, à la prière du vendredi, mais l'autre va à la confession. À la page, exactement. L'autre va se confesser. Voilà. Et donc, les deux fonctionnent régulièrement. Je les fais passer de l'un à son lieu de culte, l'autre à son lieu de culte. Effectivement, il va à la confession. Donc, décidément, votre livre est pour tout le monde. Oui. Non seulement ceux qui ont eu une culture chrétienne, catholique, et ceux qui ont eu une culture musulmane. Chacun y trouve son compte. Musulmane, et même une culture traditionnelle, rituelle. C'est nouveau, c'est vrai. Votre livre est une leçon de syncrétisme nouveau. Le lavage, c'est lui qui fait le lavage, son nom signifie à Dieu en sénoufo. Oui. Clotelo, c'est Dieu. Voilà. Mais l'autre va jouer sur ce nom sans s'en rendre compte. Voilà. Et donc, vraiment, la seconde nouvelle, Tamba, ça sonne, ça ne sonne pas, c'est nouveau. Non, Tamba, bon, vous savez, il y a les djinns. On dit que le Coran est venu pour les hommes et les djinns. Donc, il y a les djinns qui existent dans la vie. Et donc, Tamba, c'est le chef des djinns. Et donc, il y a des associations de djinnédons et qui sont dédiées à séparer les belles femmes et leurs djinns. Parce que la plupart des belles femmes, quand vous les voyez comme ça, là, elles sont accompagnées d'un djinn. Certains djinns sont bons, d'autres ne sont pas bons. Donc ici, dans Tamba, c'est justement, il s'agit de séparer une belle dame de son djinn qui s'appelle Tamba. Donc chaque djinn a son nom. Mais le chef des djinns même s'appelle Tamba dans la dénomination traditionnelle ici au Mali. Et donc, ce Tamba, c'est collé à la femme de quelqu'un et le monsieur n'est pas au courant. Lui, il croit que sa femme a un amant, alors qu'en réalité, tout ce qu'il voit, c'est en fait l'influence de cette croyance au djinn. Oui. Et donc, illusion. Voilà. Et lui, hallucination il vit des péripéties bizarres jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, tous ceux qui éloignent sa femme de lui, en fait, visent à faire de sa femme sa vraie femme. Donc, Monsieur Ndo, oui. Et nous disons à nos téléspectateurs que Deux Zouaves c'est des nouvelles. C'est des nouvelles. Des nouvelles qui ont vraiment été strictes sur le genre, très peu de personnages et des chutes extraordinaires. Merci. Donc, votre livre a été publié aux éditions Bandama. Donc, Deux Zouaves, nouvelles, Ndo Cissé, Bandama édition. Oui.
Alors, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, je vous remercie. Et ce fut un plaisir pour moi d'être interrogé, houspillé par mon ancien étudiant. C'est une fierté pour nous à Mandé TV. Mais donc c'est ça l'objectif. Donc faire connaître les livres, la lecture, et donc de façon de concevoir différentes, donc toujours insérées dans nos cultures. Pour répondre à votre introduction du début, je dirais que la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Vous aviez dit qu'on allait faire la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Mais l'espion est entré quand même dans beaucoup de couloirs. Merci. A découvert beaucoup de choses à travers votre livre. Merci. Alors, encore merci. Chers téléspectateurs de Mandé TV, nous vous remercions d'avoir écouté Boulevard des écrivains, notre café littéraire autour du livre de Ndo Cissé, Deux Zouaves. Et nous vous donnons rendez-vous sur le même plateau, peut-être avec le même Ndo Cissé, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, pour un autre café. Merci. Thank you.